Mesdames, messieurs, installez-vous. Quel régal, quelle intensité, quelle émotion pure nous traversons en ce premier jour de l'année 2026. Le café est fumant, l'ambiance est électrique et le football, ce sport qui nous déchire et nous rassemble, vient de nous livrer une phase de poule absolument dantesque ici au Maroc. Mais attention, ne vous y trompez pas. Ce que vous voyez sur vos écrans, les buts, les célébrations, la liesse dans les rues de Casablanca ou de Rabat, n'est que la partie émergée d'un iceberg colossal et sombre. Derrière le rideau de cette CEAN 2025, dans les couloirs feutrés des ministères et les salles de serveurs sécurisées, une autre compétition s'est jouée. Une compétition pour le pouvoir, pour l'image, pour la survie. Bienvenue dans la série que personne n'osait produire. Bienvenue dans Dossier Noir, les 32 vérités interdites qui font trembler la CAN 2025. Je suis Alex, votre serviteur, et aujourd'hui nous allons briser le silence. Nous allons plonger dans la série 1, les dossiers d'État. C'est ici que le football dépasse les frontières du stade pour devenir une affaire de sécurité nationale, de sabotage et de manipulation. Vous pensiez avoir tout vu, vous pensiez connaître l'histoire de cette compétition. Mesdames, messieurs, vous vous trompez lourdement. Commençons par ce que j'appelle le duel interdit. Le 31 décembre 2025, une date gravée à jamais dans l'histoire du Cameroun. Imaginez la scène, un pays tout entier suspendu à deux horloges. D'un côté, l'institution suprême, le président Paul Biya, qui doit prononcer son traditionnel discours de fin d'année à 20h pile. C'est sacré, c'est le sommet de l'État, c'est le moment où le lion de l'unité parle à son peuple. Mais de l'autre côté, sur la pelouse marocaine, il y a les lions indomptables. Le Mozambique face au Cameroun. Le coup d'envoi 20h également. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue à Yaoundé et Douala. Le peuple doit-il écouter son dirigeant ou vibrer pour ses idoles? Le football ou la politique? La grinta ou la patrie? L'imbroglio était total. La pression médiatique est devenue insupportable. Un véritable séisme dans le vestiaire des Lions. Samuel Eto'o, la fédération, le ministère, tout le monde était sur le pont. Et c'est là que l'incroyable s'est produit. Pour la première fois dans l'histoire moderne du pays, l'institution politique a dû reculer devant la magie du football. La présidence, sentant le vent de la révolte et l'indifférence totale pour un discours face à un match crucial, a avancé l'allocution à 19h. Le football a fait taire, ou du moins a décalé, le sommet de l'État. Quel régal de voir cette passion populaire forcer le destin. C'est le jour où les Lions ont fait taire le président et c'est une masterclass de puissance culturelle. Mais ne partez pas, car si vous voulez vraiment comprendre les secrets que la CAF et certains gouvernements tentent de dissimuler sous le tapis vert des pelouses, abonnez-vous immédiatement. Cette enquête est la seule qui vous donnera les clés de ce qui se trame réellement en coulisses. Ne ratez rien, car la suite est encore plus brutale. Parlons de la purge gabonaise. C'est un dossier qui fait froid dans le dos. Après une élimination précoce, après avoir manqué de grinta sur le terrain, le couperet est tombé. Mais ce n'est pas un licenciement classique, mes amis. Ce n'est pas une simple rupture de contrat. Le gouvernement gabonais, par un décret ministériel d'une violence rare, a littéralement dissous tout le staff technique et suspendu l'équipe nationale. Imaginez la violence du symbole. On ne parle plus de sport. On parle d'une exécution publique institutionnelle. Le football au Gabon est entré dans une ère glaciaire par décision politique. Les carrières sont brisées. Le projet sportif est réduit en cendres. Est-ce ainsi que l'on traite le talent? Est-ce ainsi que l'on gère l'échec? C'est une disaster class de gestion humaine qui montre à quel point le poids du maillot peut devenir une enclume sous laquelle on vous enterre. Et pendant que les politiques règlent leurs comptes, dans l'ombre du Maroc, une mafia s'est organisée. 118 arrestations, mesdames et messieurs, laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. 118 individus, des réseaux de trafic tentaculaires qui s'étendaient jusque dans les aéroports. La cible, la billetterie digitale, cette technologie censée être inviolable, ce rempart contre le marché noir, a été la cible d'une attaque en règle. Le but était simple, saboter l'image de modernité du Maroc. Des milliers de fans se sont retrouvés avec des billets fantômes, des codes QR inactifs, alors que les places se revendaient à prix d'or sous le manteau des terminaux de transport. La sécurité marocaine a dû frapper fort, très fort, pour démanteler cette pieuvre qui tentait de sucer le sang de la passion des supporters. C'est une guerre de l'ombre, une guerre financière où le profit a tenté de tuer le rêve africain. On continue, mes amis. Restez bien avec moi, car ce que je vais vous révéler maintenant touche au cœur même de l'image de notre football. Imaginez un instant, vous êtes devant votre écran,
vous vibrez, vous attendez le choc de la soirée. Les communications officielles vous martèlent le même message depuis des jours. Guichet fermé, sold out, plus une seule place disponible pour l'histoire. Et pourtant, quand le réalisateur lance le grand angle, c'est le choc, c'est le vide. Des pans entiers de tribunes déserts, des sièges colorés qui brillent sous les projecteurs, mais aucune âme pour les occuper. C'est le scandale des tribunes vides, une blessure ouverte sur le visage de cette CAN 2025. Comment est-ce possible? Comment peut-on annoncer un stade comble alors que l'écho des sifflets des arbitres résonne dans le vide? C'est une tragédie, un gâchis de talent et de passion. La réponse de la CAF a été d'une improvisation totale, une véritable disaster class de communication. Voyant l'humiliation planétaire arriver sur les écrans du monde entier, ils ont pris une décision sans précédent. Ouvrir les portes gratuitement après 20 minutes de jeu. Vous vous rendez compte? On brise la valeur du billet, on piétine ceux qui ont payé le prix fort. Tout ça pour sauver les apparences télévisuelles. Le football perd-il son âme au profit des statistiques d'audience? C'est la question qui brûle toutes les lèvres dans les travées de Rabat. Mais attention, car derrière ce chaos visuel se cache une réalité technologique bien plus sombre. On nous a promis la modernité, on nous a promis l'application SmartCan, le joyau de la billetterie digitale. Mais dès l'ouverture, le système a vacillé. Cyberattaque ou incompétence crasse. Les serveurs ont été ciblés, hackés, rendant les billets parfaitement invisibles sur les smartphones des supporters. Imaginez la scène. Des milliers de fans venus des 4 coins du continent, bloqués devant les portiques, leurs preuves d'achat évaporées dans le cloud. C'est un sabotage en règle de la fête africaine. Rabat est devenu le théâtre d'une frustration immense. Des familles entières refoulées alors que les tribunes, comme je vous le disais, restaient désespérément vides. Est-ce l'œuvre d'un groupe de hackers isolés ou une manœuvre de déstabilisation politique plus profonde? Le mystère reste entier, mais le traumatisme, lui, est bien réel. On interpelle votre intelligence. Peut-on encore faire confiance au tout numérique pour gérer la passion des peuples? Et au milieu de ce tumulte, il y a des moments de pure folie logistique qui forcent le respect. Quand le chaos menace de se transformer en émeute, quand des milliers de supporters ivoiriens et sénégalais se sont retrouvés bloqués, otages de ce dysfonctionnement géant, l'État marocain a dû sortir l'artillerie lourde. La Royal Air Maroc a réalisé l'impossible. Un pont aérien secret, mesdames et messieurs, 50 vols spéciaux affrétés en moins de 48 heures. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. 50 avions pour éviter que la ferveur ne se transforme en révolte. C'est une masterclass de gestion de crise, une opération commando pour sauver l'honneur de la compétition. Mais à quel prix? Quel est le coût réel de ces erreurs en cascade? Nous arrivons à un point de rupture, un moment de vérité. Je veux vous entendre. Je veux sentir votre grinta en commentaire. On a vu le football faire reculer le politique au Cameroun. On a vu la passion triompher de l'agenda d'un chef d'État. Alors, je vous pose la question et soyez tranchants. Pour vous, quel est le vrai moteur de cette CAN? Est-ce la force de l'institution, le respect des règles et des discours, ou est-ce la puissance indomptable des supporters qui force le destin? Écrivez Lyon si vous pensez que le peuple et les joueurs sont les seuls maîtres à bord, ou écrivez discours si vous pensez que l'ordre et la politique doivent primer pour éviter le chaos que nous venons de décrire. Mouillez le maillot, faites exploser l'espace commentaire. Je veux voir quel camp domine cette communauté de passionnés. Mais attention, car au-delà des intrigues de palais et des guerres de serveurs, il y a le rectangle vert. Ce terrain qui ne ment jamais, ce théâtre où les masques tombent. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement, car nous entrons maintenant dans la série 2 de nos dossiers noirs, l'âme et le terrain. C'est ici que l'on se demande si le football n'est pas en train de perdre son essence même au profit d'une froideur algorithmique. Regardez ce qui se passe sous nos yeux dans cette CAN 2025. C'est le choc frontal entre la machine et l'artiste. D'un côté, nous voyons émerger des équipes robots calquées sur le modèle d'un Erling Haaland où seule la statistique compte, le nombre de courses, les transitions rapides, l'efficacité chirurgicale. On assiste à une véritable tentative de standardisation du football africain. C'est une masterclass de rigueur, certes, mais est-ce encore le football qu'on aime? En face, il reste ces derniers génies, ces héritiers de la magie de Messi ou de Vinicius, qui tentent de faire vibrer le public par un geste, une intuition, une étincelle de pure grinta. Le débat fait rage dans tous les vestiaires du Maroc. La cupidité tactique a-t-elle tué le rêve? Est-on en train de vivre la fin du Joga Bonito sur le continent au profit d'un foot business aseptisé?
C'est une tragédie shakespearienne qui se joue à chaque coup d'envoi. Et dans cette tourmente, comment ne pas parler du héros déchu? Nous avons tous en tête cette superstar, ce joueur au talent immense qui devait porter son pays vers les sommets. Il avait tout, l'argent, la gloire, le prime de sa carrière. Et pourtant, sous nos yeux, il s'est effondré. Pas à cause d'une blessure physique, non, mais à cause du poids du maillot, de l'orgueil ou d'un entourage toxique. Le public adore juger ce gâchis de talent. C'est une véritable disaster class psychologique. On parle ici de santé mentale, un sujet qui devient brûlant dans cette compétition, car l'ego démesuré se heurte violemment à la pression médiatique incessante de 2026. C'est l'histoire de celui qui était destiné à être le GOAT de cette Kian et qui finit comme une fraude aux yeux des supporters. Laissez ce mot résonner. Fraude, un terme d'une violence inouïe pour un athlète de ce niveau. Mais le dossier le plus brûlant de cette série 2, c'est celui de la trahison des locaux. Vous avez vu les listes, vous avez vu les choix de certains sélectionneurs, notamment en République démocratique du Congo. On assiste à un fossé qui se creuse entre les professionnels évoluant en Europe, le top tier, et les héros locaux de Kinshasa ou de Lubumbashi. Certains crient au scandale, à l'injustice. Pourquoi privilégier un remplaçant en Europe à un titulaire indiscutable et clutch sur le continent? C'est une cassure identitaire. On ne demande pas simplement votre avis, on vous demande de choisir votre camp dans ce duel fratricide. Mesdames, messieurs, la tension monte et nous n'en sommes qu'à la moitié de nos révélations. Le football africain est à la croisée des chemins entre tradition et modernité brutale. Est-ce que l'institution reste au-dessus de tout ou est-ce que l'individualisme est en train de fracturer nos sélections? La réponse se trouve peut-être dans les chiffres, ces montants de transfert et ces clauses libératoires qui polluent l'esprit de nos jeunes talents. On parle de centaines de millions d'euros qui flottent au-dessus des stades de Casablanca, alors que le peuple, lui, ne demande que de l'émotion. Mais attention, mes amis, ne nous voilons pas la face, car derrière ces stades à moitié vides et ces cyberattaques se cache un monstre bien plus vorace, un prédateur qui rôde dans les couloirs des hôtels de luxe de Marrakech et de Casablanca. L'argent. 200 millions d'euros. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. C'est la somme cumulée des promesses de transfert qui ont circulé dans les vestiaires avant même le coup d'envoi de cette phase de poule. Nous touchons ici au cœur du troisième dossier noir, l'argent contre la passion. La question est brutale. Elle est chirurgicale. La cupidité a-t-elle tué le rêve africain? Vous pensez connaître l'histoire de nos stars et leur dévouement au drapeau? Vous vous trompez. Ce que nous voyons, c'est une véritable tragédie shakespearienne qui se joue sous nos yeux. D'un côté, l'institution, le maillot, l'histoire d'un peuple. De l'autre, le business, le mercato incessant et les clauses libératoires qui donnent le tournis. Certains joueurs, pourtant au prime de leur carrière, semblent avoir l'esprit ailleurs, déjà tournés vers les déserts dorés de l'Arabie Saoudite ou les contrats XXL en Europe. C'est une bataille pour l'âme du football. Le football pérille son âme au profit des statistiques et des comptes en banque. C'est le dilemme de la machine contre l'artiste. On demande à nos génies d'être des robots de performance, des actifs financiers, au lieu de les laisser être ces créateurs de magie que nous aimons tant. Et c'est là que le bas blesse. Car quand l'argent entre dans le vestiaire, l'unité se fissure. On voit des comportements de héros déchus, des talents immenses gâchés par l'orgueil ou par un entourage uniquement préoccupé par les commissions de transfert. Le public, vous, nous adorons juger ce gâchis, mais c'est une douleur pour le sport. On parle de top tier, de joueurs censés être clutch dans les moments cruciaux, mais qui s'effondrent sous le poids d'une pression médiatique qu'ils ne gèrent plus. Est-ce une masterclass de gestion de carrière ou une disaster class humaine? La limite est devenue si fine qu'elle en devient invisible. Mesdames, messieurs, je vous interpelle directement. Nous sommes à un tournant de cette vidéo et de notre histoire commune. Si vous en avez assez de voir le foot business dicter sa loi, si vous voulez soutenir une analyse qui cherche la vérité derrière les chiffres, alors je vous demande un geste fort. Likez cette vidéo maintenant. Ce n'est pas juste un pouce bleu, c'est un signal d'autorité. C'est votre manière de dire que vous soutenez la vérité brute contre la corruption du jeu par l'argent. Montrons que la passion des supporters est plus forte que leurs millions. Car n'oublions pas l'essence même de ce sport, le duel de David contre Goliath. La beauté de cette CAN, c'est quand un petit club, une nation dite mineure, vient bousculer les certitudes des géants et du business.
C'est là que la magie opère encore, loin des montants de transferts indécents. Mais pour combien de temps encore? L'Europe et ses moyens colossaux continuent de pomper nos talents dès le plus jeune âge, transformant notre Graal, la Coupe d'Afrique, en une simple vitrine d'exposition pour le prochain mercato. Le poids du maillot devient-il trop lourd face au poids de l'or? C'est une interrogation qui nous hante tous. Mesdames, messieurs, installez-vous bien car nous atteignons maintenant le point de non-retour, le cœur brûlant de ce réacteur émotionnel qu'est la CAN 2025. Nous avons navigué dans les eaux troubles de la politique, nous avons décortiqué les chiffres froids du business, mais ce qui se joue ici, en ce 1er janvier 2026, c'est l'essence même de notre identité footballistique. Nous entrons dans la phase de vérité, le climax de notre enquête. Pourquoi ce silence dans les couloirs ? Pourquoi cette tension palpable dès que l'on s'approche des vestiaires des grandes nations comme le Cameroun ou la Côte d'Ivoire? C'est parce que nous touchons au dossier le plus tabou, la déshumanisation du génie africain au profit de la machine statistique. Regardez ce qui se passe avec nos lions indomptables. L'institution, ce mot sacré, ce maillot qui devrait peser une tonne de fierté, est devenu pour certains une enclume de plomb. On exige d'eux une masterclass à chaque sortie. On veut des robots capables de répéter des transitions rapides et de maintenir un bloc bas imperturbable pendant 90 minutes. Mais où est passée la magie? Où est passé l'artiste? On voit des joueurs, des talents purs, être traités comme de simples actifs dans un algorithme de performance. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue sur la pelouse. On assassine l'instinct pour glorifier la stat. C'est le triomphe de la machine sur le génie et c'est une douleur pour tous ceux qui aiment le beau jeu. Et parlons franchement avec cette précision chirurgicale qui nous caractérise. Parlons de la santé mentale, ce sujet que le football business tente de cacher sous le tapis de luxe des loges VIP. Le poids du maillot, la pression médiatique de 2026, l'attente d'un peuple tout entier qui voit en chaque match une question de vie ou de mort. C'est trop pour un seul homme, même pour un joueur top tier. On parle de héros déchu, on pointe du doigt celui qui n'est plus clutch dans les moments décisifs. On le traite de fraude dès qu'il rate un penalty. Mais qui regarde l'homme derrière l'idole? Le gâchis de talent que le public adore juger n'est souvent que le cri de détresse d'un athlète brisé par un système qui ne lui laisse plus le droit à l'erreur. C'est une disaster class humaine que nous filmons en direct sous prétexte de sport-spectacle. Mais le plus grand scandale, l'anomalie qui défie toute logique et qui me fait vibrer de colère, c'est cette trahison systématique des talents locaux. On nous parle de David contre Goliath, on nous vante la beauté de l'underdog, mais on coupe les ailes de nos propres guerriers. Comment expliquer à un jeune talent de Kinshasa ou de Garoua que son prime, sa forme étincelante, ne pèse rien face à un joueur qui cire le banc en Europe? C'est une insulte à notre formation, une insulte à nos championnats. On préfère importer des noms pour rassurer les sponsors plutôt que d'exporter notre grinta. C'est le foot business dans ce qu'il a de plus vil. Il préfère la hype au mérite. On crée des frustrations immenses dans le vestiaire, on casse la cohésion nationale pour des questions d'image de marque. Est-ce cela le football qu'on aime? Est-ce cela l'avenir de la CAN? Regardez bien ce tableau noir que je vous dessine. Les stades sont à moitié vides alors qu'ils sont annoncés guichets fermés. Les billets sont invisibles à cause de cyberattaques suspectes. Les stars s'effondrent sous la pression. Et pendant ce temps, les montants des transferts continuent de grimper. Les clauses libératoires atteignent des sommets indécents. Tout semble organisé pour que le spectacle continue, coûte que coûte, même si l'âme du jeu s'évapore. On nous vend du rêve, mais on nous sert une simulation froide et calculée. Mesdames, messieurs, nous sommes au sommet de la montagne. La tension est à son comble. Vous sentez cette électricité? C'est le signal que la vérité est sur le point d'éclater totalement. Nous avons déterré les dossiers. Nous avons pointé les responsables. Nous avons montré les cicatrices. Le football africain est à la croisée des chemins. Va-t-il se laisser dévorer par la machine globale ou va-t-il retrouver sa passion pure, celle des quartiers, celle des stades en feu, celle où le talent n'a pas besoin d'un agent pour exister? La réponse est dans le dernier dossier que je m'apprête à ouvrir. Le dossier final, celui qui va tout changer. Nous y sommes, mes amis. Le dernier chapitre de cette première série des dossiers noirs. On arrive au bout de cette plongée en apnée dans les eaux troubles de la CAN 2025. On a parlé de politique, de sabotage, de cyberattaque, mais ce dernier dossier, c'est celui de l'urgence absolue, celui où l'on a frôlé le chaos total.
Je parle du pont aérien secret. Imaginez la scène, des milliers de supporters ivoiriens et sénégalais venus porter leur drapeau, venus crier leur amour pour le football, se retrouvent pris au piège. La fête tourne au cauchemar logistique. Les visages sont tendus, l'atmosphère est lourde, le spectre d'une émeute géante plane sur les aéroports. C'est une tragédie qui se joue en coulisses. Et là, dans le plus grand secret, la Royal Air Maroc a dû accomplir un miracle. 50 vols spéciaux affrétés en seulement 48 heures. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. 50 avions lancés dans le ciel pour éteindre l'incendie de la frustration populaire. C'est une masterclass d'organisation de crise, mais c'est aussi le signal d'alarme d'un système qui a failli s'effondrer sous son propre poids. Quel régal de voir cette solidarité, mais quel effroi de constater à quel point nous étions au bord du gouffre. Le football africain, mesdames et messieurs, c'est cette grinta incroyable, capable de déplacer des montagnes, mais c'est aussi cette fragilité quand le foot business et l'incompétence technologique s'en mêlent. Nous avons traversé 6 dossiers d'État, 6 cicatrices sur le corps de cette compétition. Du duel entre le lion de l'unité et les lions indomptables au Cameroun, jusqu'à cette purge brutale au Gabon, en passant par la mafia des billets et les stades fantômes de Rabat. Vous pensiez que le football n'était qu'un jeu, vous voyez maintenant que c'est une affaire d'État, une pièce de théâtre shakespearienne où chaque tacle se répercute dans les palais présidentiels. Le football qu'on aime, c'est celui de la passion pure, celui de l'artiste qui défie la machine. Mais aujourd'hui, l'institution tremble, l'ego démesuré, la pression médiatique et le poids du maillot ont transformé cette CAN en un champ de mine psychologique. On a vu des héros déchus et des génies muselés par des stars, et on a vu le peuple camerounais forcer un président à reculer. C'est ça, la magie indomptable de notre continent. Mais attention, car le loup est dans la bergerie. L'argent, toujours l'argent, tente de dicter sa loi et de transformer nos émotions en simples lignes de code sur une application hackée. Mesdames, messieurs, installez-vous pour la suite de votre réflexion. Cette série 1 touche à sa fin, mais l'enquête ne fait que commencer. On a brisé le silence sur les dossiers politiques, mais ce qui arrive est encore plus dévastateur. Vous pensez que les stades vides étaient le pire ? Vous n'êtes pas prêts pour ce qui se cache dans les vestiaires. On a parlé de la trahison des locaux, on a effleuré la souffrance des joueurs, mais il est temps de plonger dans les entrailles du sport pur. Est-ce que le talent peut encore survivre à la mafia du mercato? Est-ce que l'institution Real Madrid ou les clubs européens ont déjà gagné la bataille contre nos sélections nationales? Je vous laisse sur cette image. 50 avions dans le ciel marocain, transportant les rêves et les colères de tout un peuple. Le football est bien plus qu'un sport, c'est notre miroir. Si ce scandale des coulisses et ce sabotage technologique vous ont choqué, si vous sentez cette injustice monter en vous, sachez que vous n'êtes absolument pas prêt pour ce qui s'est passé avec la liste de la RDC et les secrets du vestiaire congolais ici. On se retrouve tout de suite pour la suite de cette immersion interdite. Le rideau ne fait que se lever.